Madame, monsieur, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. Nous vous apportons le meilleur de l'information sur un plateau d'argent. Notre interrogation du jour, Mali, la MINUSMA reste un an pour quel résultat? C'est notre grande interrogation. Avec le départ de la force Barkhane et l'arrivée des troupes russes, la France a mis toutes les batteries en marche pour que la mission de l'ONU au Mali se corse. Selon un expert allemand, elle est indispensable. Mais nous nous posons justement la question, elle est indispensable pour qui et pourquoi? Le mandat actuel de la MINUSMA, multidimensionnel intégré des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, en abrégé MINUSMA, expirait déjà le 30 juin, bien sûr. En prévision de cette expiration du mandat, le Conseil de sécurité de l'ONU a débattu jeudi d'une éventuelle prolongation. L'issue ne fait pas de doute car la MINUSMA reste un maillon, nous dit-on, important dans le dispositif sécuritaire au Mali. Dans le contexte actuel, le retrait des troupes françaises, c'est en tout cas ce que pense Ouf Laissing, l'expert allemand qui dirige le programme régional du Sahel et de la fondation Konrad Adenauer. Il revient d'ailleurs pour dire tout simplement que la mission à Gao dans le nord du Mali de la MINUSMA reste importante. Voilà pourquoi nous nous interrogeons, importante pour qui et pourquoi? Mali, MINUSMA reste un an pour quel résultat? On nous dit tout simplement que ce 30 juin 2022, eh bien, on a prolongé d'un an, on va le dire ainsi, le mandat de la MINUSMA. Pour répondre à nos questions, mesdames, messieurs, nous sommes avec Patient Parfait d'Homme, homme politique et panafricaniste de la première heure. Patient Parfait d'Homme, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Joselengos, bonjour à nos nombreux téléspectateurs, web, comment on dit ça? Les viewers. Les viewers, tout ce que vous voulez, et qui sont de plus en plus nombreux. Vous savez, ça évolue aujourd'hui. Il y a des gens qui écoutent, il y a des gens qui regardent sur la télé, d'autres sur Internet. Ça va tellement vite. Très vite. Et c'est ça, on n'arrête pas le progrès. Pas du tout. Monsieur Steve Joselengos, bonjour à toute la grande galaxie panafricaine à travers notre planète. Bonjour au peuple de Mali, bonjour au peuple de Burkina Faso. Je me dois quand même, n'est-ce pas, par respect pour nos internautes qui nous regardent de manière quotidienne sur cette formidable initiative qu'est Panafrican TV, de faire amende honorable. Effectivement, je pense d'une de mes précédentes sorties concernant le Burkina Faso, oui. Il y a une confusion qui m'a été induite par mon moniteur. Au lieu de colonel, lieutenant-colonel Zungrana, ce jeune colonel né dans les années 80, qui est toujours en prison au Burkina Faso, j'ai plutôt parlé du colonel-major Yacouba Ouedraogo. C'est deux personnes bien différentes. Yacouba Ouedraogo, qui s'occupe d'ailleurs du sport, qui a été nommé à la tête du Quad Sims au niveau de l'Afrique de l'Ouest, 14 pays sur 15, dont comme il y a le Conseil des sports aussi en Afrique centrale. Donc vraiment, mea culpa et toutes mes excuses au major colonel Yacouba Ouedraogo. Et je parlais effectivement du lieutenant-colonel Zungrana, qui est toujours en prison. Donc si vous inversez les deux, mais le fond de l'analyse reste le même. Voilà, merci beaucoup et j'espère que je pourrai compter sur votre indulgence. Ils ont compris parfaitement, Patient Parfait d'Homme. Nous sommes le jeudi 30 juin 2022. Et finalement, la France a mis ses batteries en marche. Je vous dis encore sur ce plateau il y a encore quelques semaines où elle faisait des pieds et des mains du côté des Nations Unies pour que la mission des Nations Unies pour le Mali reste et demeure. Cette fois-ci, on nous parle d'un rallongement d'un an. Mais je vous pose la question, pour quel résultat? D'abord, il y a beaucoup d'acteurs et d'intérêts dans ces affaires de ces missions des Nations Unies. Sur l'un de vos plateaux, j'avais posé la question de savoir, il y a une guerre au Yémen. Pourquoi les Nations Unies ne s'occupent pas de la guerre qui se passe au Yémen? Oui. Il y a une guerre au Yémen qui est terrible, qui engendre même des famines dans certaines régions du Yémen, où on voit des enfants à bas âge mourir de famine. Mais où est l'ONU? Pourquoi l'ONU ne va pas au Yémen? Donc, ces opérations de l'ONU sur notre continent ont un objectif hautement stratégique, bien précis. Et dans ces différents acteurs, il y a l'ONU elle-même. Elle doit quand même donner l'impression au monde entier qu'elle fait quelque chose.
mais dans l'espace qui lui est réservé. Dans l'espace qui lui est réservé. Et l'Occident ne permet à l'ONU d'agir que dans cet espace qu'on appelle notre continent, qui est l'Afrique. Mais partout où les intérêts des Occidentaux sont en danger, vous n'entendez pas parler de l'ONU. Où est l'ONU en Ukraine? Que l'ONU envoie donc une force en Ukraine. On verra. Donc, je pense qu'il faut faire extrêmement attention avec ces situations-là. Oui. Et puis, il y a aussi les fonctionnaires de l'ONU qui pointent ces rapports. Pour ces fonctionnaires, vous comprenez évidemment que c'est une question de vie ou de mort. Ils sont obligés, n'est-ce pas, de prendre ces rapports qui militent en la faveur du projet français de maintenir ces forces au niveau de Mali, bien que et le gouvernement malien et le peuple malien ne veulent plus de ces forces militaires sur leur territoire, mais les fonctionnaires de l'ONU qui sont et au Mali et au niveau du siège des Nations Unies à New York ont intérêt à pérenniser ces opérations militaires, parce qu'effectivement, il y a des missions bien payées, il y a des tournées bien payées, il y a des monitoring, des tas de trucs qui expliquent justement pourquoi certains dans leur rapport continuent de mettre des cris de frein en disant attention, si cette fois de l'ONU part d'ici, ça va être la catastrophe. Non, ce sont les intérêts, des fonctionnaires qui rejoignent, n'est-ce pas, l'intérêt de la France de maintenir ses forces de l'ONU sur le sol malien pour continuer de contrôler en réalité et d'avoir un certain type d'informations dont ils ont besoin sur l'évolution, n'est-ce pas, de cette campagne militaire de sécurisation du territoire malien pour qu'ils ne soient pas complètement extraits et extirpés de ce champ d'action qui leur est extrêmement important, mais aussi pour continuer à entretenir les hommes liges et les cellules dormantes au niveau de Mali. C'est ça l'essentiel de cette proposition française de tout faire. Ils ont fait de tout bois pour que cette force puisse encore avoir une rallonge, je crois, d'une année. Oui. Mais je peux vous dire que la volonté du peuple malien de se débarrasser de cette force, et surtout qu'aujourd'hui, plus que jamais, elle a eu conscience qu'en réalité, c'était un forcing au niveau de la présence de cette force-là qu'on leur imposait. Donc, de plus en plus, cette force-là sera vue par les populations, mais pour les autorités, c'était déjà une évidence, mais surtout par les populations, comme une force d'occupation. C'est tout simplement une force d'occupation aujourd'hui sur le sol malien. Mais les objectifs premiers, c'est ce que j'ai dessiné en amont. Continuer sur le plan logistique d'entretenir les cellules dormantes et les cellules même actives que ces gens-là ont laissées au Mali. La France, en l'occurrence, et l'impérialisme occidental. Deuxièmement, se servir de cette mission pour pouvoir tirer le maximum d'informations. Donc, là, il joue comme le rôle d'une agence d'espionnage des différents mouvements de l'armée malienne et de leurs alliés sur le sol malien. Et puis maintenant, troisièmement, continuer à déclencher, par le biais de ces forces, le financement de certaines nébuleuses sur le sol malien pour entretenir et faire durer le plus longtemps possible, n'est-ce pas, les troubles au niveau du Mali et qui auront pour conséquence d'affaiblir effectivement, selon eux, quoi. On verra ce que ça va donner l'État malien dans sa nouvelle perspective de développement, de sécurisation, mais surtout d'apaisement, pour essayer de ramener cette paix dont les populations ont besoin dans ces zones qui ont été jusqu'à un passé récent, n'est-ce pas, un foyer, n'est-ce pas, de construction de ces forces pour être le bras armé, le supplétif armé de l'Occident impérialiste au Mali et obligé de tordre le cou, la main au Mali pour l'obliger à signer un certain nombre d'accords léonins. Jusqu'à preuve de contraire, est-ce que les autorités maliennes vont l'accepter? Une année de plus de l'aménagement. Le problème ne se pose pas si elles vont l'accepter ou non. Elles l'ont déjà rejeté. Le ministre malien des Affaires étrangères, M. Diop, a été clair à la tribune de l'ONU. Ils ne sont plus pour la reconduction de cette force. Mais là, c'est un passage à force de la diplomatie dite internationale qui impose au Mali une force d'occupation dont le Mali ne veut plus sur son sol. Vous voyez donc le type de rapport. Quand je vous parle, je m'exprime souvent sur le plateau en essayant d'insister sur l'unité politique de l'Afrique. Même dans un premier temps, des unités
sous-régionales au niveau de notre continent. C'est pour nous éviter cela. Parce que avec, j'allais dire, cette attitude des pays riverains du Mali, qui n'ont pas assez accompagné le Mali, quelques exceptions, on peut parler de la Guinée-Conakry, et même du peuple sénégalais, qui n'a pas suivi le gouvernement de Macky Sall dans cette propension d'asphyxier complètement le Mali. Je disais donc que l'ensemble des pays qui entourent le Mali n'ont pas eu la solidarité africaine dont on connaît les Africains pour dire nous ne pouvons pas participer à asphyxier le Mali. Nous ne pouvons pas participer à enclencher une série de décisions et de sanctions qui vont au contraire impacter durablement dans la vie des Maliens, mais surtout empêcher le développement réel du Mali pour être dans une position de confort afin de chercher des solutions idoines pour essayer de régler cette crise qui frappe le Mali. Ils ont plutôt, par ces sanctions, par cette attitude diplomatique, renforcé le camp des ennemis des Maliens et renforcé la possibilité de créer une situation de génie sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan culturel le Mali. C'est en ça que leur action est extrêmement dangereuse et n'est rien d'autre que des actions qui sont, n'est-ce pas, commanditées par les ennemis de notre continent et par les ennemis de nos peuples pour continuer de faire de nos peuples des peuples assujettis, dominés par, n'est-ce pas, des intérêts étrangers. Et c'est ça c'est la raison pour laquelle le gouvernement actuel de Mali s'oppose fermement à cette démarche-là. Donc, le Mali s'est là dit non. Mais, qu'a dit l'Union africaine? Qu'on dit la CEDEAO, on peut déjà imaginer la position de la CEDEAO, qu'on dit même certains États qui sont proches du Mali. Donc, je pense sincèrement, oui, j'ai cité la Guinée équatoriale, je n'ai pas oublié l'Algérie, s'il vous plaît. Donc, voilà. Et c'est ça, quand on prend le temps d'analyser correctement ces initiatives et attitudes-là, on se pose seulement cette question. Mais pour que nous ne soyons plus l'objet des railleries, et j'allais dire des sanctions, j'allais dire des impositions de certaines situations qui ne sont plus voulues par nous, il y a une solution, c'est de nous donner la main, porter plus fort et de dire à l'ONU, si vous insistez même à nous imposer de pareilles initiatives sur notre continent, on se retire provisoirement de l'ONU. On dit on n'a plus rien à foutre là-bas à l'ONU parce que vous êtes incapable de comprendre en toute objectivité le cri profond du peuple malien qui ne veut plus de cette force-là, qui en réalité est beaucoup plus une force d'occupation qu'autre chose. Voilà, je pense, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui et qui justifie, je continue de le dire, la demande de plus en plus pressante et profonde d'un certain nombre d'acteurs, à la fois politiques et dans la société civile un peu partout, qui demandent que, mais qu'est-ce que nous faisons dans ces organisations dites internationales? Que vaut notre organisation fêtière continentale? Que valent nos organisations sous-régionales si elles continuent d'obéir au doigt et à l'œil aux injonctions des pouvoirs et des puissances occidentales? Je pense que cela veut dire que nous ne sommes pas du tout sortis de l'ornière et il faut donc continuer de muscler le jeu pour complètement avoir des attitudes, même sur le terrain, de la part des populations maliennes, pour qu'ils fassent comprendre à cette force composée de ces différentes troupes venues des armées composites là, que nous ne voulons pour votre présence. Ça peut être des attitudes de rejet total, de refus de collaborer avec ces forces de l'ONU, parce que je crois que c'est seulement cette pression grandissante là qui va obliger l'ONU à changer de position. Jusqu'à preuve de contraire, les Africains sont un peu dépassés par les événements. Ils se posent la question de savoir pourquoi c'est toujours un Français qui est souvent à la tête, on va le dire comme ça, de la compagnie de la MINUSMA. Mais c'est la géopolitique mondiale, si je suis linguiste. C'est la géopolitique mondiale du monde unipolaire. C'est pour cela que nous nous battons contre ces acquis de cette géopolitique mondiale du monde unipolaire pour essayer de construire un nouveau paradigme avec plusieurs pôles de décision et plusieurs acteurs clés sur le plan planétaire. Parce que je vous rappelle que ça a toujours été comme ça. Sommet, je crois, de Rio, on va parler de la forêt. Oui. Qui est devant pour parler de la forêt africaine? C'est le président français. Et les chefs d'État africains, surtout ceux du bassin de Congo, étaient derrière les chefs d'État français qui, lui, maintenant, plaidaient la cause de l'Afrique en lieu et place des Africains.
Sur le plan international, à l'ONU, chaque fois que vous aurez une résolution qui doit impacter sur l'Afrique, surtout l'Afrique francophone, qui va les rédacteurs? Ça va être la France. Exact. Donc, et on comprend pourquoi certains freinent des quatre fers pour ne pas permettre une refondation du Conseil de sécurité de l'ONU. Voilà la réalité de la politique mondiale aujourd'hui. Et c'est contre ces acquis-là, pour eux, que nous nous battons, que la nouvelle Afrique se bat, que le panafricanisme se bat. Il faut complètement changer ces règles de jeu. Il faut créer un nouveau rapport de force politique et géopolitique pour mettre fin à ces injustices, mais surtout à ces insultes. Parce que de plus en plus, les Sud-Africains aujourd'hui considèrent ces attitudes condescendantes autant pour moi de la France comme des insultes, des crachats sur le visage des peuples dits et souverains qu'ils sont. Et c'est l'un des éléments fondateurs, justement, de la lutte qu'il y a aujourd'hui au niveau de notre continent. Il faut bien le comprendre, c'est comme ça. Vous êtes sous la domination d'un pays sur le plan monétaire, il vous domine politiquement, il vous domine culturellement. Donc, résultat de course, même à l'ONU, vous n'avez pas de voix. Au Conseil de sécurité, vous n'avez pas de voix. Chaque fois qu'il faut prendre une décision de rédiger une résolution de l'ONU concernant l'Afrique, soit c'est introduit par la Grande-Bretagne, soit c'est introduit par les États-Unis, soit c'est introduit par la France. Chacun en fonction de l'aire, de son aire de géographie de domination. Et c'est cette infantilisation de la diplomatie et de la souveraineté africaine que nous contestons aujourd'hui. Et nous disons avec force qu'il faut mettre fin à cela. C'est pour ça qu'il faut soutenir évidemment le nouveau gouvernement malien, soutenir le gouvernement centrafricain, parce qu'ils sont en porte-à-faux par rapport à ces hérésies qui semblent pour certains et la plupart de nos décideurs sur notre continent comme normal. Comment pouvez-vous penser que le chef d'État africain, on veut parler de la forêt africaine, il laisse un Français se mettre devant et tout doucement, comme les gamins de la maternelle, ils sont derrière lui. C'est quoi cette histoire? C'est ça qui donne le toupet à ces gens-là de continuer d'opérer comme ça. Est-ce que la France, est-ce que même l'ONU est plus consciente des enjeux sécuritaires du Mali plus que les Maliens? Mais qui peut le croire? Mais voilà la réalité. Et je vous ai donné un contre-exemple. Il y a une guerre qui se passe au Yémen. On n'entend pas parler de l'ONU. On n'entend pas parler de résolution de l'ONU. On n'entend pas parler d'une force onusienne, militaire, pour essayer de calmer les belligérants. Rien de tout cela. Mais sur le continent africain, on va dire l'ambassadeur de France à l'ONU a déposé auprès du Conseil de sécurité de l'ONU une correspondance demandant la reconduction de l'administration. C'est quoi? Donc, jusqu'à quand la France restera le parrain ou alors la marraine des pays africains? Mais juste à ce qu'on transforme l'essai et que nous redevenons libres et indépendants nous-mêmes. Et c'est le combat que vous menez, Steve Jocelyn Goss, depuis très longtemps. C'est le combat que je mène depuis plusieurs décennies. Ce combat-là, il est important. Il est varié et comment dire ça, et divers. Il faut, sur tous les plans. Sur le plan de la culture, vous allez voir ce combat qui existe avec ses attitudes de domination, de rejet, d'infantilisation. Sur le plan économique, vous allez voir ça. Quand nos ministres de l'économie vont débattre, même l'encours de notre dette à l'étranger, qui défend souvent? C'est la France. C'est la France. Vous allez le voir sur le plan politique, je viens de donner des exemples. Vous allez le voir, même sur le plan des domaines qu'on aurait pu penser ne peut être important, comme le soir, vous allez voir toujours ces gens-là essayer, tenter de parler au nom des Africains. C'est pour ça que chaque fois que je vois des jeunes émerger, essayer de poser la problématique de notre souveraineté, essayer de défendre bec et ongle, n'est-ce pas, la position qui est la leur sur le plan des organisations internationales au profit de notre continent Afrique, j'applaudis les deux mains. Ça veut dire que c'est certes difficile, mais à petits pas, tout doucement, nous sommes en train de muscler, n'est-ce pas, cette masse critique par le biais du travail de conscientisation et d'éducation et d'information que vous faites, vous aidez à faire au quotidien sur vos plateaux. Pacha Pafendom, constat fait par les Africains, depuis que
on va le dire comme ça, les organisations ou alors les casques bleus sont sur le continent africain, ils n'ont jamais apporté la paix. Pourquoi insiste-t-on à les avoir toujours sur le continent? Ce fut le cas pour le Mali. Ils n'ont pas apporté la paix. Pourtant, ils étaient là depuis des années. Je ne peux pas citer également du côté de la République démocratique du Congo. Et j'en passe. Merci, vous faites très bien votre travail, mais je vous suis assez intelligent pour comprendre pourquoi. Bon, écoutez. Il faut bien que les autres comprennent. Ah oui, bon. Je suis là pour vous poser des questions. Je vous comprends parfaitement. Mais c'est terrible. L'Afrique a vécu longtemps sur le coup de l'intimidation, Oui. du bluff, du mimétisme et du complexe de l'homme blanc. Les jours qui passent, les jours que nous avons face à nous, là, et les mois et les années, nous démontrent de plus en plus le contraire. Plus les États-Unis se sont engagés dans des guerres de domination et pour redessiner la carte de leur influence sur le plan mondial. À chaque guerre, nous avons découvert des failles dans cette propension de ces États occidentaux à nous démontrer qu'ils étaient les plus forts, qu'ils étaient les plus logiques, qu'ils étaient les plus justes, qu'ils étaient les plus moraux. De guerre en guerre, oui. D'attitude de domination, d'initiative de domination en initiative de domination, nous avons découvert qui était ce genre. Mieux, nous ne sommes plus dans les années 40 ou 50 où le rapport de force était complètement à notre défaveur, sur tous les plans, oui. Sur le plan démographique. Est-ce que, si je vous pose la question de savoir, même à notre population, quelle était la population du Cameroun à son indépendance? Beaucoup seront à côté de la plaque. Oui. On n'atteignait pas 5 millions d'habitants. Là, au jour d'aujourd'hui, nous sommes à plus de 30 millions. Et dans ces 30 millions, vous avez au minimum 70% des jeunes qui ont moins de 30 ans. Et la plupart sont allés un peu partout. Ils ont vu la réalité de ce que c'est l'Occident. La plupart de nos aînés ont étudié dans les mêmes universités que ces gens-là. Et souvent, ils ont été parmi les premiers. Oui. Donc, ils ont commencé à comprendre le discours que ceux qui retournaient des deux guerres leur disaient que, attention, ces blancs ne sont pas des dieux. C'est des gens qui pleurent face à la douleur. C'est des gens qui fuient, c'est des peureux. C'est des gens qui se blessent. C'est des gens qui se cachent derrière nous quand le feu devient assez puissant. Donc, ce ne sont pas des demi-dieux comme des missionnaires faisaient ici chez nous. Hein? Pourquoi tu n'es pas venu à la messe le dimanche devant ton épouse et tes enfants, tu te couches à terre et on te fouette. Ils ont dit non. Et c'est par là que la révolte a commencé. Tout doucement. Elle a atteint son paroxysme après la Seconde Guerre mondiale. Parce que la plupart de ceux là qui sont revenus de guerre, ceux qui n'avaient pas réussi à tuer, soit en Europe, soit parce que la France ne voulait pas payer les pensions, oui. Qui sont revenus, ils ont commencé à créer des situations de contestation. On disait, mais non, mais sur le front, on était chacun un fusil. Tu pouvais tomber comme je pouvais tomber. Pourquoi revenir ici? Vous voulez faire un décalage pour faire de vous des citoyens, des êtres supérieurs et nous des êtres inférieurs. Le champ de bataille nous a prouvé que nous étions tous au même pied d'égalité. C'est le début de la prise de conscience. Ce ne fut pas les intellectuels. Ce fut nos parents de retour de guerre qui ont commencé. Parce que eux, souvent, c'était pas des gens qui étaient à l'école, donc ils n'avaient pas un bagage intellectuel assez important, mais qui, avec leurs bras, avec leur courage, et avec le cœur, ils ont vu des réalités, ils ont dit, mais c'est des histoires. Et les Américains l'avaient vu avant, avec, je crois, Roosevelt, qui disait aux Français, à la fin de la guerre, là, il faut donner l'indépendance aux gars. Et malheureusement, ils sont sortis par la porte, ils sont revenus par la fenêtre. C'est ce que nous faisons, c'est ça le néocolonialisme. Justement. Donc, je pense sincèrement que depuis très longtemps, ces gens ont toujours eu cette attitude de condescendance. Mieux. Des pays comme la France, qui n'ont pas développé de manière autonome une autre manière de se faire d'argent, je parle pour que tout le monde comprenne, donc de muscler leur économie, se sont appuyés puissamment sur la sueur et le sang des Africains pour continuer à tutoyer les grands de ce monde. C'est ça le néocolonialisme et c'est ça la France-Afrique. Malheureusement, de plus en plus, des jeunes sortent, ils lisent, ils voyagent, ils fréquentent d'autres horizons, ils se cultivent autrement et ils posent la problématique de la question de la souveraineté qui fut chère à nos prédécesseurs, dont c'est tout à les noms, Kwame Nkrumah, Ruben Mounioben, Agostino Neto, Sambra Machel, etc., etc.
Donc les gens se sont réappropriés de cette lutte importante et on dit non, nous sommes des êtres humains au même pied d'égalité que vous. Vous êtes libres, souverains, vous faites de vos pays ce que vous voulez. Nous aussi, nous avons le droit. Et c'est inscrit dans la charte de l'ONU. Et c'est là où c'est grave. Le sacré-saint principe des droits de peuple à disposer d'eux-mêmes. Pourquoi vous ne voulez pas nous accorder, nous aussi, cette liberté? Alors, à partir de ce moment, je peux vous dire, l'ONU n'a jamais résolu un problème de conflit nulle part dans le monde. Pourquoi les États africains sont encore donc aux Nations Unies, puisque même les Nations Unies ne sont pas unies? Mais les autres, il faut reposer la question autrement. D'autres pays, d'autres peuples sont quand même aux Nations Unies. Mais ils ne sont pas aux Nations Unies avec le même décrochage en termes de dignité, en termes de souveraineté, en termes de volonté de ces peuples de défendre, se battre pour leurs intérêts, oui, comme le font les pays africains. C'est là où le bas blesse. C'est là où il y a l'enjeu central. Vous croyez que les Asiatiques ne sont pas aux Nations Unies? Mais ils n'avalent pas n'importe quoi. Les Latino-Américains sont pourtant aux Nations Unies. Ils n'avalent pas n'importe quoi. Posez-vous la question. Si c'est l'Afrique qui était comme l'Amérique latine, Cuba aurait été exclu des Nations Unies. Mais vous avez vu comment l'Amérique latine et l'Amérique du Sud avaient fait bloc pour dire que non, ici, là, c'est l'Assemblée des Nations Unies. Tous les peuples des Nations Unies ont le droit de siéger ici. Et je me souviens de ce fameux discours du président de Venezuela, Hugo Chavez, à la suite de Bush fils, à la tribune des Nations Unies, sur le sol américain. C'est fou, un discours terrible. Il dit, le diable qui est passé ici, parce que Bush était passé avant lui, qui vient passer ici avant moi, on sent encore le souffle du diable sur cette tribune. Il a lavé, rincé les Américains au cours de sa prise de parole. Vous voyez quel dirigeant africain le fait? Il n'y a que Kadhafi qui s'est essayé, et Kadhafi a posé le problème de la charte des Nations Unies. Et c'est ça qui a causé sa mort. Qui a causé sa mort au point où on a vu aucun pays africain avoir les coups solides, excusez-moi le terme, pour aller défendre la Libye. On se serait attendu que quand Sarkozy, ce criminel de guerre, s'agitait de gauche à droite pour faire cet aéropage de mercenaires occidentaux pour venir détruire la Libye, que tous les chefs d'État africains, avec leur gouvernement, disent nous allons rester en Libye, on va voir comment on va nous bombarder ici. Et mobiliser leur armée. Vous croyez que ces gens-là auraient été capables de le faire? Non. Ils l'ont fait parce que Kadhafi a été lâché. Il a été lâché politiquement lors de cette fameuse réunion qui s'est tenue à Addis Abeba où Mme Hillary Clinton est venue dire devant ses pairs, donc devant les chefs d'État africains, lâcher Kadhafi. Il n'y a eu personne dans la salle pour se lever et dire Mme Clinton, mettez-vous dehors. Vous n'avez aucun droit de parole ici. Personne. Tous étaient motus et bouche cousue. Tout simplement pourquoi? Parce que les gens avaient peur des bombes américaines. La réalité géopolitique aujourd'hui met à nu, n'est-ce pas, cette prétendue force. Et je pense que ça donne aujourd'hui, plus qu'hier, davantage de coups de franche aux dirigeants africains pour commencer à avancer, pour ceux qui sont les plus courageux, dans le sens de la défense de leurs intérêts. Et cela doit nous conduire, et c'est là où je suis un peu amer contre nos chefs d'État. Les chefs d'État devaient faire chorus autour du Mali pour dire, si le Mali a dit qu'il ne veut plus de ses forces militaires sur son sol, respecter le choix du Mali, parce qu'il n'y a que le Mali qui sent sa douleur et qui est capable d'accepter le type de diagnostic et de médicaments pour résoudre son problème. Pendant la Seconde Guerre mondiale, quand il fallait aller vers la fin de la guerre et qu'il fallait signer des accords entre les belligérants de la guerre, on se souvient que le président américain avait sorti au cours d'une discussion avec William Churchill, le Premier ministre anglais, mais écoutez, on ne voit pas pourquoi au bas de la page de la reddition de l'Allemagne, vous devez aussi apposer votre signature sur le plan politique, puisque je vous représente. Churchill lui a dit, attention, mon cher ami, vous ne pouvez pas faire mon bonheur contre mon propre consentement. Donc, l'Angleterre aussi apposera sa signature. Ce sont des attitudes qu'on ne voit pas chez les Africains. Quand la France vient, elle gronde, on dit oui, patron, on a compris. Et c'est ça qui pose la question de nos États et de la validité, souvent de certains de nos pouvoirs. Je ne dis pas que certains ne commencent pas
à essayer de travailler pour se sortir de là, mais c'est tellement mou, c'est à la vitesse de la tortue pratiquement, et c'est ça qui fait que souvent on a l'impression que certains de nos États, je prends le cas de Mali, même la Centrafrique, sont seuls quand les autres commencent à tenir, et n'allez pas, donc pas me demander pourquoi, comme un orphelin, ils ne vont pas chercher l'aide venue de l'extérieur. C'est le cas aujourd'hui de leur coopération avec la Russie. Merci à vous, Patient Parfait-Dôme, d'avoir été les nôtres. C'est moi qui vous dis merci. Je dis merci à tous, à tous ceux qui nous suivent. Je demande à ceux qui nous suivent de partager davantage toutes les vidéos de Pan-African TV, parce qu'il y a des gens qui, j'ai fait quelques partages hier, qui m'ont dit mais on ne savait pas que ça existe. Donc vous allez donner beaucoup plus de pouvoir, muscler davantage de jeu, à vous aussi, de là où vous êtes, en contribuant à vulgariser, n'est-ce pas, c'est une nouvelle initiative qui prend de plus en plus de l'ampleur. On a déjà des millions, n'est-ce pas, de followers à travers le monde, mais c'est très peu. Nous voulons atteindre le milliard le plus tôt possible. Le milliard le plus tôt possible. Voilà, et la lutte africaine se portera de plus en plus mieux. Mesdames, Messieurs, au plaisir de vous retrouver très prochainement. Bonne journée à toutes et à tous.